Bonjour. Bonjour. Alors l'épisode d'aujourd'hui c'est sur François Ruffin, mais c'est pas de ça dont on veut vous parler. Oui, on va vous faire une annonce dans cet épisode. Restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on vous fait une annonce sur ce qui va se passer à la rentrée. Bon alors François Ruffin, il est candidat, il est pas candidat, c'est quoi ce bordel là? Est-ce qu'il y va pour 2027? Est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on est avec lui? Non mais est-ce que c'est la bonne question surtout? Parce que je me souviens d'une époque où dans cette émission on faisait des vraies problématiques, on réfléchissait un petit peu, là on se croirait dans une émission politique sur France Info. Bon alors, quelle est la stratégie de Ruffin? La ligne Ruffin peut-elle faire gagner la gauche? Après le mélenchonisme, y a-t-il un ruffinisme de gauche? Le ruffinisme est-il un populisme? Je sais pas moi. Et il y va ou il y va pas? François Ruffin sera-t-il candidat à la présidentielle de 2027? À 4 ans de l'échéance, le député de la Somme est encore loin de se déclarer. Pourtant, Jean-Luc Mélenchon le dit prêt et François Ruffin lui-même a lancé il y a quelques jours un appel aux dons pour l'aider, je cite, à changer de division. Vous êtes en première ligne, c'est ce qu'on note. En tout cas, j'ai envie. Vous n'êtes pas remplaçant, vous n'êtes pas sur le banc. Non, j'ai envie de participer à une aventure et qui est de construire une équipe qui donne envie de se dire que c'est par là que ça va se passer, quoi. Merci François Ruffin. Merci François Ruffin. Bon alors, on en pense quoi de Ruffin? Est-ce qu'il faut se méfier ou pas? Est-ce que Ruffin c'est pas juste un Roussel un peu plus finot? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il prend de l'importance. Là, il y a même des sondages où Ruffin il fait jeu égal avec Jean-Luc Mélenchon. Dans un sondage exclusif réalisé par l'Institut Elab, on apprend que Jean-Luc Mélenchon n'est plus maître en son palais, n'est plus le patron de la NUPES. Il est sérieusement concurrencé. Concurrencé par qui? Par François Ruffin. Et pour plus d'un électeur de gauche sur deux, c'est François Ruffin qui pourrait plutôt mener la bataille en 2027 lors de l'élection présidentielle. Là, dans cette enquête d'opinion, on voit que François Ruffin est même bien plus populaire que Mélenchon, si au lieu d'interroger juste les sympathisants de gauche, on interroge l'ensemble des Français. Après, c'est aussi une drôle d'idée de demander à des droitos quelle est leur personnalité de gauche préférée, quoi. Super, ils vont dire Roussel ou Cazeneuve, enfin n'importe quel trou de balle qui aura eu l'audace d'aller dans Valeurs Actuelles pour dire à quel point Sandrine Rousseau elle est zinzin et conne. Bon, mais il se passe quand même un truc avec Ruffin là, on le voit. À Mediapart, on commande pas les sondages, mais nous, on a une dérogation, on le fait quand même, hein. N'en déplaise au petit milieu de l'entre-soi parisien médiatique. Ouais, comme Backseat, Libération, François Hollande. Alors, à l'Express, on a mené l'enquête. On a voulu savoir si François Ruffin avait vraiment une envie d'être candidat à l'élection présidentielle et on a découvert que oui, et qu'il avait même un plan anti-Mélenchon. On vous raconte donc une guerre d'ego, une guerre d'ambition et une guerre de clans, et c'est à découvrir cette semaine dans l'Express. Bon, on l'a lu, le dossier de l'Express. Alors, il n'y a pas de plan anti-Mélenchon, ce serait même plutôt l'inverse. Ah oui, parce que Mélenchon, lui, il a clairement un plan anti-Ruffin. Et dans l'article, il y a quelques anecdotes pas piquées des verres. Bon, officiellement, Mélenchon, il est en retrait, il a plus de mandat et il est maintenant à la tête de sa fondation. La fondation La Boétie, un think tank de gauche qui consulte des intellectuels et produit des rapports. Vous voyez, ça, c'est la soirée d'inauguration de l'Institut. Le premier discours, c'est Clémence Guettet, une fidèle de Jean-Luc, que celui-ci a nommée coprésidente de l'Institut. Ensuite, il y aura des intellectuels, il y aura Annie Ernaux, puis un grand discours du taulier. Bref, grosse soirée. Et pendant ce temps-là, devant la porte du réfectoire des Cordeliers où se tenait l'événement, Ruffin, il s'est pris un gros stop par les vigiles parce que, soi-disant, son nom était pas sur la liste. Ça devait être assez humiliant, on imagine. Ouais, on imagine. Je suis avec Karine, elle est agent de sécurité, elle est à 1350 € par mois, elle a 3 enfants et elle me laisse pas rentrer à l'Institut La Boétie. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Bah oui, mais voilà, apparemment, il avait peut-être pas confirmé sa venue, mais il avait été invité, comme tous les parlementaires insoumis. Y compris les 5 grognards évincés de la direction. Alexis Corbière, Raquel Garrido, François Ruffin, Éric Coquerel et Clémentine Autain. Et l'un de ces derniers ne peut s'empêcher d'y voir la main fruste et effrontée de Jean-Luc Mélenchon. Toujours d'après cet article, Mélenchon en veut aussi à Ruffin de ne pas l'avoir soutenu assez vite quand il a annoncé sa candidature à la présidentielle en 2021. Eh oui, Ruffin à ce moment-là, il attendait, il a mis 3 mois parce qu'il se disait éventuellement, moi je suis prêt à reprendre le flambeau. Alors vous imaginez que Mélenchon il a fait qu'est-ce qu'il veut celui-là? Moi je le tiens le flambeau, c'est bon, c'est quoi ce traître? Avec Mélenchon, on devient vite un traître et quand on l'est, c'est pour de bon. Mais si Jean-Luc manœuvre directement pour mettre à Ruffin des petits taquets, comme une sorte de Mitterrand mental, pourquoi a-t-il pondu ce fameux tweet du 12 avril dernier dans lequel il dit que François est prêt? Magnifique sondage cluster. François Ruffin et moi passons la barre des 20% et accédons au deuxième tour. Tout le travail accompli depuis un an ne s'est pas perdu dans les sables du bashing permanent contre moi. François est prêt, en avant. Le truc c'est que François il a jamais dit qu'il était prêt. Et même s'il l'était, c'est pas à Jean-Luc de l'annoncer dans la presse. On vous l'a dit, Mélenchon a un plan anti-Ruffin. Donc le plan c'est de le balancer trop tôt quand il est pas prêt, histoire de l'embarrasser et de le pousser à la faute.
Et puis même remontons quelques mois en arrière. Souvenez-vous, Mélenchon a filé le parti à Bompard, qui en a écarté les fortes têtes, dont Ruffin évidemment. Est-ce qu'on a tout simplement pas voulu écarter tous ceux qui pouvaient avoir des ambitions pour 2027 ou ceux qui sont pas toujours d'accord avec le chef? Et ça me paraît de l'ordre de l'évidence. Maintenant, vous savez... De l'évidence, c'est une évidence. On a écarté ceux qui avaient des ambitions. Une évidence qu'on a écarté ceux qui pouvaient être des grognards, qui n'étaient pas toujours d'accord, qui n'étaient pas à l'unisson. François Ruffin mis à l'écart, Mélenchon jure qu'il n'y est pour rien, quitte à en faire des tonnes à coups de mots d'amour dans les médias. J'ai un faible pour lui. J'estime ce qu'il fait. C'est mesquin, hein? Non mais tu sais, moi j'ai envie de le croire, Jean-Luc. Je trouve que parfois, tu tombes un peu dans l'anti-Jean-Lucisme primaire. Non, mais là, il veut le dézinguer. La guerre est déclarée. Attends, mais ça voudrait dire que Mélenchon, il est pas vraiment en retrait? Toi, ton hypothèse, c'est qu'il est là, derrière, à tirer les ficelles dans l'ombre depuis sa fondation chelou, et qu'en fait, quand il a dit « faites mieux », il voulait pas dire ça, mais il voulait dire en fait, faut continuer à faire comme il veut lui? Ben, ça serait pas déconnant. Non mais ça voudrait dire que le gars, il se considère toujours comme l'autorité naturelle des insoumis, l'autorité naturelle de toute la gauche même, et que pour garder cette autorité, il serait prêt à jeter sous le bus le premier clampin qui tenterait de lui faire de l'ombre, parce que lui, de toute façon, il a déjà décidé que son successeur, ce serait Adrien Quatennens. Mais il y a peut-être un peu de ça, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de ça. Bon, t'as raison. Mais le plan anti-Ruffin, il marche ou pas? Mélenchon et ses proches connaissent les faiblesses de Ruffin. Son truc à Ruffin, on le sait, c'est le travail. C'est Karine, la gilet jaune, aide-soignante, qui est caissière à Moulinex pour Amazon. C'est une certaine France qu'il fait tout pour arracher au vote RN, quitte à négliger d'autres combats de la gauche, comme l'antiracisme ou la lutte pour les droits LGBT. Ça lui est souvent reproché. Revenons par exemple à cette séquence qui a fait un peu de bruit il y a quelques semaines. Là, on est sur France Info, et le journaliste demande à François Ruffin s'il serait d'accord pour qu'on laisse les ados changer de genre à l'état civil à partir de 16 ans, sans l'accord de leurs parents. Voilà, et là, vous vous doutez bien que François Ruffin, il s'en branle, hein, ça l'intéresse pas, il s'est pas penché sur le truc, donc il doit botter en touche. Je vous l'ai dit que pour moi, le cœur du sujet, c'est le travail, c'est le partage des richesses, c'est la démocratie. C'est pas les lois de société. Je pense que on a une société qui est profondément fracturée en France et que les résultats des dernières élections, ils sont pas le fruit du hasard. Ruffin a simplement répondu qu'il lui semblait que le changement de genre ne devait pas être la priorité de la gauche. Il s'est dit aussi personnellement plutôt défavorable à la gestation pour autrui. Alors ces propos, de bon sens, somme toute inoffensifs, ont suscité pourtant un immense tollé dans son propre camp. Bon, au moins ça a le mérite d'être clair. Il dit qu'il préfère parler d'autre chose et il explique pourquoi. Oui, il esquive, mais il explique pourquoi il esquive. En gros, il veut rassembler, donc il faut pas cliver. Dans la tête de Ruffin, Karine, avec ses fins de mois difficiles, elle se reconnaît pas dans ce genre de discours. Ouais, c'est ça. Alors que ça se trouve, les enfants de Karine, ils se posent des questions sur leur genre, etc. Tu vois. Bref, c'est pas comme ça que Ruffin a décidé de traiter la question, vu qu'il a décidé de pas la traiter du tout. Est-ce une erreur? En tout cas, Ruffin a fini par faire un post sur Twitter en admettant que sa réponse n'était sans doute pas adaptée et qu'il avait encore des progrès à faire sur ces questions. François Ruffin veut progresser avec humilité. Chaque mot est pesé. Le député de la Somme ne s'excuse pas, mais c'est tout comme. Il a commis une faute politique même, selon Sophia Chikirou, une autre députée qui est proche de Jean-Luc Mélenchon. Ah bah tiens, qui c'est qui a tweeté le jour même pour envoyer un bon taquet au député de la Somme? C'est Sophia Chikirou, dis donc. Ah bah ça allait plus vite que pour condamner Quatennens, tiens. Ce n'est en rien une position de la France insoumise ni du groupe parlementaire. Ce propos, en ce jour, est au mieux maladroit, au pire une faute politique. Comptez sur les insoumis pour les combats pour la liberté. Mais tu vois, c'est Sophia qui a tweeté, c'est pas Jean-Luc. Il y a un partage des tâches. Bon, on va pas passer tout l'épisode à parler de Jean-Luc. Parce que ok, Jean-Luc, il a une strate pour embêter Ruffin, il le pousse trop tôt. Mais Ruffin, il n'y a pas besoin de le pousser trop fort. Il est même en train de se préparer déjà, il a commencé à lever des fonds. Donc si vous voulez m'aider, nous aider à franchir cette étape, vos sous, on a besoin de vous et de vos sous. Normalement sur l'écran, là, va apparaître l'adresse où vous pouvez envoyer vos sous. Donc normalement là, sur l'écran, il doit apparaître l'adresse où vous pouvez envoyer vos sous. Et là, l'adresse, elle est jamais apparue, hein, je vous jure. Donc il lui faut au moins du pognon pour embaucher quelqu'un pour mettre l'adresse quand il dit il y a l'adresse qui apparaît, quoi. Bon, de toute façon, Ruffin, il nous fait le coup classique, hein. Je suis pas candidat, mais je me prépare. Faut s'y mettre dès maintenant. C'est encore trop tôt, mais je suis pas candidat, mais je me prépare, mais c'est encore trop tôt. Ça vous agace quand on vous parle de 2027 et d'échéance électorale? Oui, je pense que c'est pas le moment. Enfin, je l'ai dit même à Jean-Luc. Je pense que c'est pas le moment. Il faut déjà faire notre boulot bien comme il faut maintenant. Et puis après, on relèvera le nez vers l'horizon et on verra qu'est-ce qu'il y a à faire demain. Il faut se préparer, mais il faut se préparer avec... Enfin, voilà, il faut continuer à savoir où est-ce qu'on habite, quoi. Voilà, ça me tient à cœur parce que 2027, on va faire comment avec Jean-Luc Mélenchon? Les gens n'en veulent pas. Jean-Luc Mélenchon fait peur aux gens. Et les gens me disent... C'est pas la peine, on votera pas pour lui, il est taré. Sans Jean-Luc Mélenchon, la gauche dans notre pays, elle serait sans doute morte.
quand la gauche a été François Hollande avec comme fils Emmanuel Macron, je veux dire, pour les gens de mon coin, pour les ouvriers et les employés, ça fait pas du tout envie. Bah François Hollande, en tout cas, ça fait envie à Jean Massier et à Usul. Ça suffit avec ça. Monsieur. Non mais pourquoi tu lui as pas hurlé dessus pendant l'interview? Nous, c'est ça qu'on voulait voir. Et moi, écoute, je suis comme Ruffin. T'es avec Karine? Non, je m'interroge. Quelle stratégie maintenant? Parce qu'on a quand même essayé beaucoup de trucs. Est-ce qu'il faut qu'on soit toujours ceux qui hurlent? Ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'on soit ceux qui apaisent pour rassembler les Français? Voilà, on s'interroge, François et moi. François Hollande et toi? François Ruffin et moi. Mais la question se pose. Puisqu'il est évident que les grands médias et le gouvernement ont consacré une énergie folle à diaboliser la gauche insoumise d'abord, puis toute la NUPES maintenant, repeinte en extrême gauche, est-ce qu'il ne serait pas habile d'opter, nous aussi, après des années de bruit et de fureur, pour une stratégie de dédiabolisation? Est-ce que traiter un ministre d'assassin ou jouer au foot avec lui? Est-ce que hurler quand la première ministre parle? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette stratégie? Je l'ai dit, Madame Salamé, je l'ai écrit sur mon blog. Je pense que nous n'avons pas de problème de fond, mais nous avons un problème d'expression. Donc il y a des choses à corriger sur notre expression. Bon, voilà. Il y a un bloc libéral central qui s'effrite dans la durée. Il y a un bloc d'extrême droite. Il y a un bloc de gauche. Dans ce climat-là, de tension, d'épuisement des esprits, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'apaisement. Il faut de la stabilité. Il faut reconstruire des ponts et réparer les fractures et pas les creuser davantage. Et pour rassembler, Ruffin, il est même allé jusqu'à dire qu'il était devenu social-démocrate. C'était dans l'Obs. C'est un SOSDEM, quoi. Comme Hollande. Comme Usul. Non, alors déjà, il a pas dit ça. Hein. Ça a été déformé par l'Obs. Le problème, c'est que maintenant, on lui sort ça sur tous les plateaux. Hein. Même les meilleurs. Vous êtes SOSDEM? Non. La blague est allée trop loin. Non, c'est la couverture de l'Obs et je vais pas leur faire un procès. Mais moi, ce que je dis et ce que je dis aux socialistes depuis longtemps, c'est, vous savez, moi, je suis vraiment social et vraiment démocrate. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on est vraiment social, on fait pas la loi travail. Moi, d'abord, j'ai pas dit je suis social-démocrate, je le répète, c'est le titre de l'Obs. J'ai dit je suis social et démocrate. Ils ont remplacé le et par un trait d'union et je redis, je vais pas leur faire un procès. Bon, alors il est quoi du coup s'il est pas social-démocrate? Bah lui, il dit qu'il est réformiste révolutionnaire comme Jaurès. Et puis au final, en fait, comme moi, comme Mélenchon, il y a une continuité, c'est juste le ton qui change. Ouais, mais il se fait au prix de quoi, ce changement de ton? Est-ce que c'est pas juste une droitisation, au fond? Est-ce que vous filez pas un mauvais coton, tous les deux? Répondez, monsieur Usul, le peuple de gauche qui nous regarde, il veut savoir. On connaît bien le style et la démarche de Ruffin, et ce depuis longtemps. Elle lui a valu son siège de député et même un César du meilleur documentaire. Ruffin part du réel, ou plutôt de son réel, celui qu'il touche, celui qui a sans doute fait qu'il s'est engagé à ce point en politique. Son réel, celui qu'il observe, qu'il suit, qu'il documente, c'est la désindustrialisation, le chômage, les bas salaires, la précarité et la violence du monde du travail. J'ai dans l'oreille Jackie, qui est cariste en logistique. Oui, ça vous plaît peut-être pas. Non, c'est. Je vous mets à l'aise, ça me plaît, ça me plaît, non, mais vous me répondez pas aux questions, vous faites votre show, vous répondez pas. On connaît le show. Alors moi, ça me parle aussi, sans doute plus qu'à Léa Salamé, parce que c'est comme ça que j'ai dû m'intéresser à la politique. Mon père, c'était un Jackie, il a fini sa carrière ouvrière dans la logistique, mais à la base, il était dans une usine qui produisait des amortisseurs. Usine rachetée par General Motors et délocalisée à la fin des années 90. Donc moi, quand Ruffin parle de Karine et de Jackie, je prends ça très au sérieux, je trouve ça très bien. Tu ramenais des cas concrets. C'était, voilà, là je suis avec Karine, elle est gilet jaune chez Amazon, elle touche 360 €, machin. Ah, t'es pas allé jusqu'au bout, t'as pas fait l'imitation. Je me suis déballonné. Comme face à François Hollande. Non mais ça suffit avec ça. Non mais Usul, depuis que t'es passé assez ce soir, t'as changé. Non, je suis toujours du côté des Jackie et des Karine. Non Usul, t'es plus avec Karine. T'es avec Karim Rissouli. C'est vrai que ça a manqué à la gauche, ce rappel permanent de ce qu'ont vécu et de ce qu'ont perdu les classes populaires dans ces 40 ans de transformation néolibérale de l'économie et du monde du travail, y compris quand la gauche était au pouvoir. Vous craignez pas parfois d'être le rocard de Mélenchon? À la fin, c'est Mitterrand qui gagnait. Hein. Non mais moi ce que je crains, c'est que Jackie il soit pas représenté dans le pays. Aujourd'hui, quel est notre projet? Notre projet, Lionel Jospin disait en 1983, nous ouvrons une parenthèse libérale. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de la refermer. Et bien, aussi sur le terrain, les salaires doivent être relevés, et notamment les petits et les moyens salaires. Et quand je vous disais que Léa Salamé, ça lui parlait pas le sort des petits, des vaincus de la mondialisation, en vrai, elle était pas la seule à prendre ça par-dessus la jambe. Les classes moyennes, celles qui allaient bien, y compris celles qui votaient à gauche, elles ont trouvé pendant longtemps que le sacrifice de la classe ouvrière n'était pas un si grand sacrifice que ça. L'État ne peut pas tout, on ne peut pas attendre tout de l'État, comme disait Lionel Jospin. C'est la mondialisation, il faut s'adapter, on n'a pas le choix, le monde est devenu un grand village, il faut respecter les règles de l'Union Européenne, être compétitif, etc. C'est normal. Si vous vous demandez pourquoi les classes populaires ont été dégoûtées par la gauche et principalement par le PS, n'allez pas chercher plus loin, les raisons profondes, elles sont là. Donc je pense que je suis vraiment social et vraiment démocrate. C'est que le PS ne l'est pas. Mais je leur ai dit, le problème, ça fait 40 ans que vous l'êtes plus.
En gros, moi, je situe ça à mars 1983. C'est un moment où le tournant de la rigueur, où s'ouvre, d'après le premier secrétaire du Parti socialiste de l'époque, Lionel Jospin, une parenthèse libérale. Je le dis, aujourd'hui, l'ordre libéral, ceux qui tiennent le volant depuis maintenant 40 ans, ils sont pas à même de régler les grands problèmes de notre temps. Et à commencer par la question climatique. Et moi, je me suis reconnu dans la démarche de long terme, je me reconnais dans la démarche de Jean-Luc Mélenchon, qui, depuis le traité constitutionnel européen de 2005, en gros, à travers le front de gauche, est venu relever une gauche, la mettre sur ses deux jambes, sa jambe rouge et sa jambe verte, sa jambe à la fois sociale et sa jambe écologique. Donc voilà. Profondément, la ligne politique de Ruffin est la même que celle de Mélenchon, mais en effet, le style n'a rien à voir. Mélenchon est un généraliste et Ruffin apparaît plutôt à côté comme un spécialiste. On sent qu'il y a tout un tas de dossiers qui n'ont pas été étudiés de très près. Lui-même le reconnaît quand il tweete en sortant du plateau de France Info sur lequel il a juste esquivé la question sur le changement d'état civil. Sur l'islamophobie, pareil, quand il dit qu'il a foot le dimanche où s'organise une grande marche contre l'islamophobie à laquelle même Mélenchon participe, on est en droit de se dire qu'il y a encore du boulot. Idem, sa manière d'aborder les violences policières a quelque chose de très blanc. Elle fait l'impasse sur tout ce qu'on sait des aspects racistes du travail policier au quotidien, dans les banlieues notamment. Qu'il y ait des violences policières, pour moi, c'est un fait. Ça veut dire violence systémique étendue à l'institution policière. J'ai toujours dit la même chose sur cette question, vous savez, quand on décide de choix de maternelle dans la crise des Gilets jaunes ou là dans la crise de retraite, ce sont des choix politiques. Moi, je m'intéresse au bras qui tient la matraque. Donc, il ne s'agit pas seulement d'incriminer la matraque et de dénoncer tel ou tel policier, mais de se demander quelle est notre stratégie de maintien de l'ordre aujourd'hui dans le pays. Alors, comment on rétablit des rapports de confiance dans notre société ? Ruffin essaye de ne pas cliver, il veut rassembler. Si on est élu dans ces conditions-là, avec un bloc d'extrême droite, avec un bloc de gauche et avec un bloc central libéral qui s'effrite dans la durée, qui va continuer de s'effriter, eh bien, il faut chercher à réparer ces fractures-là et non pas à diviser encore davantage. Et pour rassembler et réparer, il n'hésite pas à trianguler la droite de manière assez habile. Écoutez, là, il est aux 13h de TF1 et il ne va pas hésiter à emprunter un élément de langage à Nicolas Sarkozy. On est aussi au cœur de cette France qui se lève tôt, qui prend son auto, qui va au boulot et qui a mal au dos. La France qui se lève tôt, c'est là-dessus que Sarko avait gagné un peu de vote populaire en 2007. D'ailleurs, comme la droite, maintenant Ruffin se réclame du bon sens. Écoutez. Bon, je pense qu'il s'agit simplement d'être dans la décence et dans le bon sens vis-à-vis de gens qui tiennent le pays debout, que ce soit les salariés de la logistique, que ce soit les auxiliaires de vie, que ce soit les gens, les soignants ou les enseignants. Sa stratégie est donc simple, elle pourrait être payante. Si pour lui la gauche ne doit plus incarner le bruit et la fureur, c'est parce qu'il est trop facile de diaboliser le camp de ceux qui hurlent à l'Assemblée et s'emportent sur les plateaux télé. Pour Ruffin, la situation a changé. Aujourd'hui, il faut avoir l'air calme et raisonnable, parce que la gauche doit incarner le camp de la raison, du bon sens. Ce sont les autres les fous furieux, et il faut que ça se voie. Je pense profondément que je suis modéré, mais on a une situation qui est tellement installée dans l'indécence, dans une espèce de folie. On a une classe dirigeante qui est dans la démesure. Bon, comment modérer cette démesure en réussissant à dire avec calme et avec modération. Je dois dire que j'y parviens pas toujours, quoi. Quand vous avez Jean Pisani-Ferry, économiste macroniste, qui vient dire il faut un impôt de solidarité sur la fortune, ce qu'avait dit le FMI, ce qu'avait dit Pierre Moscovici, et vous avez Macron tout seul dans son bureau qui dit ce débat sur la fiscalité des riches, c'est un débat à la con et qui botte en touche. C'est dire leur isolement aujourd'hui. Nous sommes forts, nous sommes nombreux dans le pays. Quand on prend l'indexation des salaires sur l'inflation, quand on prend l'instauration de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est 80% des Français qui sont d'accord avec ça. Mais enfin, c'est pas un meeting. Hein. Oui. Alors jusqu'où rester raisonnable ? Par exemple, est-ce que cette ligne politique va jusqu'à intégrer Cazeneuve dans la NUPES ? Non. Pour Ruffin, la NUPES telle qu'elle est reste le bon cadre, le bon périmètre politique. Je cherche à étendre mon équipe et je cherche j'ai un souhait qu'on ne constitue pas un homme ou une femme présidentielle. Je dis toujours qu'il faudrait 60 millions d'hommes et de femmes présidentielles dans ce pays, mais qu'il y ait j'ai pour idéal, en effet, qu'il y ait une équipe plurielle. Vous savez, la gauche plurielle, ce qu'elle a produit, j'en suis pas forcément fan, je peux avoir un regard critique, mais qu'on ait un gouvernement dans lequel il y a à la fois Dominique Voynet et Jean-Pierre Chevènement, il me semble que c'était une séquence intéressante pour la gauche. Mais là, par exemple, ça pourrait aller jusqu'où ? Une Dream Team version 2027 ? Ce qu'il y a dans la NUPES me convient très bien et je pense qu'à l'intérieur... Pas au-delà. Non. Voilà, ça au moins ça a le mérite d'être clair. Bon, conclusion. Est-ce que la ligne Ruffin peut crever le plafond qu'a fini par atteindre dans les urnes la ligne Mélenchon ? Est-ce que c'est la bonne stratégie ?
Bah ça se pourrait bien. Mais il y a encore du travail à faire pour ne pas cliver au sein de la gauche, parce que c'est là-dessus que vont appuyer les adversaires de notre camp social. Comme avec Roussel, ils vont jouer le gentil Ruffin contre la méchante gauche intersectionnelle, c'est certain. Écoutez Eugénie Bastier, elle oppose déjà les wokistes fous furieux type Sandrine Rousseau et Jean-Luc Mélenchon à celui qu'elle érige en bon exemple. Ça ressemble à un baiser de la mort. Ruffin, par son souci de la vie ordinaire des classes populaires, bien éloigné des bêtises intersectionnelles. Vivre dans des milieux et partis inclusifs, c'est frôler quotidiennement l'exclusion. Jolie formule. Le progressisme sociétal et diversitaire est toujours un dogme qu'on ne saurait remettre en cause. Est-ce qu'on va marcher là-dedans ? On sait qu'ils ont intérêt à la division, ces gens-là. Est-ce qu'on va accepter de voir Ruffin comme un réac ? Ou est-ce qu'on va parier sur le fait qu'il peut encore s'améliorer, notamment sur les quelques sujets qui nous posent problème avec lui, ne serait-ce qu'en s'entourant d'une véritable équipe, à même de prendre en charge ces sujets et de les incarner mieux que le député de la Somme ? La question reste ouverte, mais à mon avis, Ruffin tient quelque chose, et quand les enquêtes d'opinion le présenteront comme un vrai danger pour le RN et le camp macroniste, il est fort probable qu'Eugénie Bastier le trouvera tout de suite moins sympathique, et qu'il sera à son tour décrit comme un bolchevique intersectionnel séparatiste, symbole d'un progressisme devenu fou. Ça, je vous en fiche mon billet. Bon, il reste quand même 4 ans avant l'élection présidentielle, donc il peut encore se passer plein de trucs. Et 4 ans avant 2017, vous connaissiez même pas Emmanuel Macron. Donc voilà, il peut se passer plein de trucs, c'est ouvert, le jeu est ouvert. Voilà, on se retrouve lundi dans 2 semaines, et restez après les crédits parce qu'on fait une petite annonce, mais fait quand même les pistolets. À lundi, dans 2 semaines. Bon alors, l'annonce, qu'est-ce qui va se passer pour OLG à la rentrée ? Eh ben, rien du tout. Eh oui, on arrête OLG. On arrête OLG sur Mediapart, voilà, c'est l'annonce. Voilà, c'est la fin d'un format, c'est quelque chose dont on a fait le tour. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode final, un épisode bilan. Mais voilà, à la rentrée, nous on sera ailleurs, on fera d'autres choses. On peut pas encore vous dire exactement ce que ce sera, il y aura des nouveaux projets, on ne disparaît pas des radars. Il y a toujours nos chaînes Twitch aussi si vous voulez continuer à nous suivre. Et nos comptes Twitter pour suivre notre actu, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. On se retrouve lundi dans 2 semaines.